Allô, est-ce que vous m'entendez? Non. Eh ben, voyez, ça commence mal. Merde. Oui. Celui-ci marche. Oui. Alors je dois me présenter sommairement. Je suis né en 1941 au Guilvinec. Tout près. C'est mieux? Voilà, et je recommence. Donc je suis né au Guilvinec en 1941 et je suis donc comme vous breton. Dès mon jeune âge, je me suis passionné pour l'histoire. Et lorsque j'étais en classe de 5e, le seul propos que j'ai entendu dans la bouche de notre professeur d'histoire, qui cependant était un homme passionnant et passionné, fut la chose suivante. Cette année-là, Anne de Bretagne a épousé le roi de France Charles VIII et a apporté le duché de Bretagne en dot à la France. Voilà tout ce que j'ai appris dans mon enfance sur l'histoire de la Bretagne. Et je dois dire que là, à Pont-l'Abbé comme ailleurs, comme à Quimper, il n'y avait dans les librairies aucun livre d'histoire consacré à l'histoire de Bretagne. Donc je suis allé faire mes études supérieures à Nantes de médecine, et comme je m'ennuyais à la faculté de médecine, je me suis occupé en m'inscrivant aussitôt à la faculté de droit. Donc je suis devenu médecin et juriste simultanément. J'ai enseigné la médecine et le droit la même année en 1967 à la faculté de médecine de Paris et à la faculté de droit d'Orléans, et j'ai poursuivi mes études dans diverses branches de spécialité en médecine et en droit jusqu'au doctorat. J'en viens à la Bretagne donc. Vers les années 1970, j'ai reçu un livre de mon ami Yann Bréquillien, qui a été pendant longtemps président des écrivains bretons. Et ce livre s'intitulait Histoire de Bretagne. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, et je me suis dit, cet homme est devenu fou. Il est en train de nous raconter que la Bretagne a été un pays indépendant et prospère au Moyen-Âge, que ce pays avait des ambassadeurs dans tous les pays étrangers, qu'il battait monnaie d'or et d'argent. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. Et sur le tard, il est en train de se raconter une histoire qui lui fait plaisir. Tout ça est faux, puisque j'aurais eu au moins un soupçon sur ce qui s'est passé au Moyen-Âge quant à l'histoire de Bretagne. Et à partir de là, très intrigué, comme tout le monde, j'ai une certaine curiosité intellectuelle, je me suis mis à faire des recherches qui ont duré une trentaine d'années. En 1996, sur le tard, j'ai enfin eu le temps de soutenir ma thèse de doctorat en histoire, et le président était le président S de la faculté de Nantes. J'ai beaucoup sympathisé avec lui, et quelques temps après avoir soutenu ma thèse de doctorat en droit, je lui ai dit, écoutez, il y a un sujet qui nous préoccupe tous en Bretagne, c'est de savoir ce qui s'est passé à la fin de l'indépendance, et plus précisément en 1532. Et je me suis vu entendre cette réponse hallucinante. Cher monsieur, il est impossible de traiter ce sujet. Car de deux choses l'une, je lui ai demandé de s'expliquer, car de deux choses l'une, ou bien je mets sur le sujet un étudiant médiocre, alors la thèse sera massacrée, et pendant 20 ans, comme vous le savez, selon les usages universitaires, on ne pourra plus retraiter ce sujet. Ou bien je mets sur le sujet un étudiant brillant, et ce sera pire car sa carrière s'arrêtera immédiatement. Ce que je vous raconte est vrai. Vous imaginez ma stupeur, ça date d'il y a 10 ans. J'ai un peu réfléchi, au bout d'un an, je me suis dit, cet homme, ce sera moi. D'abord, je n'ai pas la langue dans la poche, je n'ai jamais eu peur de dire ce que je dis. Ça m'a valu parfois quelques sanctions administratives, mais ça n'a aucune importance. Je suis encore là, et comme vous le voyez, bien portant. Je touche du bois. Donc, je me suis plongé dans les archives. Je suis allé à Nantes, à Rennes, aux archives nationales, et j'ai fait une découverte assez stupéfiante que je vais vous raconter. Notre histoire de Bretagne, s'agissant de la fin de la période médiévale, se résume en quelques dates qui sont ressassées par tous nos historiens, ou soi-disant tels. Ces dates, vous les connaissez. En 1491, Anne de Bretagne épouse le roi de France, Charles VIII, fils de Louis XI. En 1499, ou plutôt en 1498, 7 ans plus tard, Charles VIII meurt dans les conditions que vous savez, et Anne de Bretagne épouse son successeur sur le trône de France, Louis XII. Anne de Bretagne meurt en 1514, et elle laisse 2 filles. La fille aînée s'appelle Claude. Elle épouse le roi de France, François Ier, son cousin, et devient donc la reine de France et la duchesse de Bretagne.
En 1524, la duchesse Claude de Bretagne meurt en laissant à son mari plusieurs enfants, et tout le monde croit, et c'est une chose que je vais démentir, tout le monde croit qu'elle a légué par testament à son fils aîné, le dauphin de France, le duché de Bretagne. En 1532, le dauphin de France, François, fils de Claude de Bretagne et de François Ier, est couronné duc dans la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Et alors, nous racontent les histoires officielles, les Bretons sollicitent, vous vous rendez compte, je mets ce mot entre guillemets, sollicitent humblement, je mets ce mot entre guillemets, sollicitent humblement la réunion de leur duché à la France. Et depuis lors, nous étant mariés de légitime mariage, je ne pousserai pas la plaisanterie de dire que nous avons fait avec la France beaucoup d'enfants, mais en tout cas, c'est la version officielle. Nous avons demandé la réunion à la Bretagne, de la Bretagne à la France, et donc la Bretagne est française. Alors, ma version, je ne conteste pas ces dates parce qu'elles sont exactes. Il est vrai que quand on met une ligne horizontale au-dessous, tout ça semble irréfutable, parce que c'est de la chronologie, et on ne va pas voir plus loin. Il faut vous dire, on vous l'a dit tout à l'heure, que je suis juriste. J'ai publié à peu près une douzaine d'ouvrages de droit, d'ouvrages universitaires, souvent très, très pointus, et je me suis donné, au cours de ces 10 dernières années, les moyens de savoir ce qu'était le droit médiéval. Je suis assez porté sur la théorie, et j'ai remonté notamment jusqu'au droit romain pour savoir ce qu'était un contrat, ce qu'était un traité n'est rien d'autre qu'un contrat entre deux États, alors que le contrat sert habituellement à désigner un accord entre deux personnes privées. Et c'est donc à la lumière... Ah, comment ça se fait? Vous m'entendez cette fois? Bien. Donc c'est à la lumière de la reconstitution de cette théorie des traités que j'ai fait mes recherches et que j'ai fait les trouvailles que je vais vous dire. Il est évident, il faut dire ici, que lorsqu'un historien regarde les dates, que peut-il faire? Il retrace des chronologies. Mais lorsqu'un architecte d'intérieur entre dans une maison, il va voir derrière les tentures ce que sont les murs, les matériaux qu'on a utilisés. Lorsqu'un mécanicien regarde une automobile, il voit ce que vous ne voyez pas, ce qu'il y a sous le capot, comment a été fabriquée la voiture, comment elle circule. Il verra de quelle matière sont composés les pneus. Eh bien, il en va de même pour l'ingénieur du son. Lorsqu'il écoute un disque, il va savoir quelle sorte d'appareil a permis d'enregistrer ce disque, etc. Eh bien, le juriste lui-même, sachant que presque toutes les sources historiques sont des sources juridiques, les legs, les donations, les traités, les contrats sont des sources juridiques, lui, il va voir les choses avec sa formation, qui est une formation qui peut être très spécialisée, qui demande parfois toute une vie, et il va lire les événements, il va regarder derrière les dates et derrière l'apparence, et il va pouvoir analyser et interpréter, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, de mes recherches, il va sortir l'analyse que voici, qui va certainement en surprendre plus d'un. Premier point, encore plus haut, toujours plus haut. Je vais finir par manger ce micro comme une glace. Mon exposé va durer 3/4 d'heure. C'est le temps qui m'a été imparti et ce sera suffisant. Ensuite, après le plat de résistance, toutes les questions pourront m'être posées, y compris des plus désagréables, mais ça ne me fera pas peur, rassurez-vous. Cet exposé va comporter 2 parties. Je tiens à être particulièrement clair et à vous dire d'emblée qu'il n'y aura pratiquement pas de termes techniques dans l'exposé juridique que je vais vous faire. J'ai toujours évité, même en faculté, de le faire, car le droit peut être exposé dans le langage de la vie courante. Je me suis permis une liberté pour être encore plus accessible, c'est que j'ai parfois, mais volontairement, utilisé une terminologie moderne qui n'avait pas cours au Moyen-Âge. Ainsi, tout paraîtra limpide. Je vous ai dit donc, premier point, qu'un traité n'est rien d'autre qu'un contrat entre 2 États ou entre 2 organismes qui ont la personnalité internationale. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Eh bien, un contrat, pour être valide, comporte 4 conditions que vous connaissez, même si vous n'en avez pas fait la théorie. D'abord, pour faire un contrat, il faut en être capable. Si vous n'avez pas les facultés mentales suffisantes, vous ne pourrez pas acheter une maison. La vente sera annulée en justice. Deuxièmement, il faut être consentant. Si on vous a mis un pistolet derrière le dos pendant la conclusion du prétendu contrat, il ne s'agit pas d'un contrat, et si le juge a la preuve que vous avez agi sous contrainte, le contrat sera annulé ou même déclaré inexistant. Enfin, certains contrats particulièrement
importants doivent respecter certaines formes. Si vous voulez vous marier devant votre concierge, ça ne marchera pas. Il faut aller devant l'officier d'état civil. Si vous voulez faire un traité entre deux États, il faut respecter toute une série de formalités. Et si ces formalités ne sont pas respectées, et nous verrons tout à l'heure combien ces concepts juridiques dont les historiens n'ont pas connaissance et ne peuvent pas avoir connaissance, que ces formalités ne sont pas respectées, il n'y a pas de contrat, ou bien alors on se trouve devant un contrat nul. Et enfin, quatrième condition, il faut qu'il y ait réciprocité des avantages. Si vous vendez votre maison qui vaut 1 million de francs, vous la vendez pour 1000 francs, eh bien elle sera annulée en justice parce qu'il faut qu'on vous verse son prix réel. Voilà. Donc vous voyez que ma démonstration comporte, appliquée au traité, au prétendu traité de 1532, l'étude de 4 points: la capacité, le consentement des parties, le respect des formalités pour la conclusion des traités, et enfin la réciprocité des avantages. Je vous dirai tout de suite ici, pour n'avoir pas à y revenir, qu'au cours de mes recherches, j'ai eu la surprise de voir que depuis le droit romain jusqu'à maintenant, les formalités et les modalités de conclusion et de validité des traités sont pratiquement inchangées. Et notamment le droit breton, nous le verrons tout à l'heure, à la fin du XVe siècle, est particulièrement évolué comme celui de tous les pays du Nord, et infiniment plus en matière de traités que celui de la puissance voisine, qui est la France. Première condition qui n'a jamais été vue par les historiens classiques, les États de Bretagne, ou la Bretagne avait-elle capacité de faire un traité d'union avec la France? Tous les historiens disent oui, indiscutablement, la Bretagne avait la capacité juridique de conclure un traité d'union avec la France. C'est exact en première analyse, car nous trouvons dans nos archives, la Bretagne étant un État pleinement souverain au Moyen-Âge, et notamment en 1532, a évidemment la capacité de conclure des traités. D'ailleurs, nos archives, à Nantes et à Rennes, contiennent des centaines de traités avec tous les pays d'Europe, l'Angleterre, l'Écosse, le Portugal, l'Aragon, la Castille, et y compris la France, car nous traitons avec nos voisins par des traités en bonne et due forme. Oui, mais vous allez comprendre combien ce point est juridiquement important. Un traité n'est valable dans un État que s'il est conclu par l'organisme qui a compétence pour le faire. Si par exemple l'Angleterre ou la Belgique souhaitait traiter aujourd'hui, en 2006, un traité avec la France en s'adressant au Sénat de la République ou à l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas de traité du tout, puisque le traité se fait entre les exécutifs. Il se négocie dans un premier temps, à l'heure actuelle, entre le gouvernement anglais, le président de la République en France, son Premier ministre et le gouvernement. Si l'Angleterre veut traiter avec l'Assemblée nationale, il n'y a pas de traité du tout. Alors ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire voient tout de suite où je veux en venir. En 1532, il y a eu un prétendu traité qui n'a pas été négocié avec l'exécutif breton, c'est-à-dire le duc et le gouvernement, je vous dirai pourquoi. La France est adressée aux États de Bretagne. Les États de Bretagne ne sont rien d'autre. À l'époque, les États de Bretagne ne portent pas ce nom d'ailleurs, ils s'appellent le Parlement général de Bretagne. La Bretagne, nous le verrons tout à l'heure, a des institutions extrêmement évoluées, et le Parlement général de Bretagne, donc, fait office des parlements modernes. Donc la France, en s'adressant sciemment et volontairement aux États de Bretagne qui sont en situation de faiblesse, ne peut pas conclure un traité, puisque les États de Bretagne n'ont pas la compétence juridique en droit international pour conclure un traité. Sachez que cette règle se retrouve dans toute l'histoire de l'humanité. Les juristes vous diront en termes juridiques que, s'agissant de la validité d'un acte juridique, la cause la plus grave de nullité est l'incompétence de l'auteur de l'acte. Si par exemple, aujourd'hui, les textes vous obligent à avoir le consentement du préfet ou du maire ou de toute autre personne, si c'est une autre personne que ces organismes désignés par la loi qui prétend faire l'acte administratif, eh bien il est nul ou inexistant. N'y aurait-il que ce premier point, je n'en dirai pas plus sur ce point, à savoir que la France a traité avec un organisme qui n'avait pas compétence pour faire les traités, eh bien, il n'y a jamais eu de traité sur ce premier point entre la France et la Bretagne. Ce serait suffisant, mais rassurez-vous, j'ai d'autres munitions à vous présenter. Deuxième point, je vous ai dit qu'un traité ou un contrat n'est valable que si les parties sont consentantes, que si elles sont libres et consentantes. C'est dire que s'il pèse sur ces parties des vices que les juristes actuels appellent des vices de consentement, tels que la contrainte, la menace,
la violence, ou si les parties ont été achetées, c'est-à-dire s'il y a concussion, eh bien, il n'y a plus de traité, car il n'y a pas de consentement véritable. Le consentement a été vicié. Vous voyez où je veux en venir, et certains connaissent déjà la réponse et comment je vais peupler ce deuxième chapitre. Il faut savoir aussi, avant d'entrer dans le détail, que l'erreur des historiens est de croire que, pour parler du traité de 1532, on doit se placer à l'instant T, c'est-à-dire le 4 août 1532 à Vannes, pour savoir si oui ou non il y a traité. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le juriste sait que, pour étudier la validité d'un traité ou d'un contrat, il faut voir, le cas échéant, ce qui se passe avant. Un exemple simple, on peut enfermer le grand-père au dernier étage du grenier et lui dire, si tu ne signes pas ton testament, on te met en maison de retraite. Ce n'est pas une hypothèse théorique. Eh bien, vous comprenez bien qu'il ne suffit pas que le grand-père soit allé chez le notaire et qu'il mette sa signature devant témoin au bas du testament pour qu'il y ait testament. Il y a une violence morale, on a contraint ce brave homme à faire un acte qu'il ne voulait pas. Si le juge en a la preuve, et il peut très bien avoir la preuve par des voisins, par exemple, qui ont tout entendu à travers la cloison, eh bien, le testament sera annulé. Il en est de même en matière de... Si vous rencontrez au coin d'une rue un voleur et qui braque devant vous un pistolet et il vous dit la bourse ou la vie, vous lui donnez la bourse et lui dit en plus tu vas me signer un contrat, j'ai un papier dans ma poche, tu me mets là sur le papier que tu m'as donné ta bourse librement. Eh ben non, il y a une contrainte, il y a une violence, il n'y a pas de contrat du tout. Et si l'affaire vient en justice, et on l'espère, eh bien le propriétaire de la bourse va la récupérer et le voleur ira en prison. Alors en Bretagne, que se passe-t-il précisément dans les années qui précèdent le prétendu contrat de 1532 ? Il se passe une série de faits troublants et qui pour le juriste sont tout à fait démonstratifs et qui vont l'être pour vous. D'abord, la France, qui pratiquement gouverne le duché depuis la mort d'Anne de Bretagne, qui est survenue au mois de janvier 1514, va se livrer à une série d'actes tout à fait illégaux. Lorsque Claude de France meurt en 1524, je vous l'ai dit, les historiens pensent qu'elle a légué par testament à son fils aîné, le dauphin de France, François, qui deviendra François plus tard, pense qu'elle a légué le duché. Il n'en est rien. Je suis allé voir les pièces. À la Bibliothèque nationale et ailleurs. La duchesse Claude de Bretagne ne lègue pas le duché à son fils, elle en fait son légataire universel. Or, vous savez certainement qu'à cette époque comme aujourd'hui, un État n'appartient pas à son souverain. Le duc de Bretagne, et cela est absolument certain, n'est pas propriétaire de son duché. Il n'a pas le droit d'en céder les revenus, il n'a pas le droit de désigner son successeur. On devient duc de Bretagne, comme on devient roi de France, par les lois de dévolution de la couronne. Point, c'est tout, il y en a en Bretagne. Par conséquent, même si Claude de France avait écrit cela dans son testament, et elle ne l'a pas fait, et je l'affirme pour avoir lu le manuscrit, eh bien, elle n'aurait pas pu transmettre le duché de Bretagne à son fils aîné. Donc, le duc légitime de Bretagne, en 1524, n'est pas le dauphin François, mais son frère Henri. Et cela est tellement vrai, les Bretons de l'époque en ont tellement conscience que les États de Bretagne, le Parlement de Bretagne donc, va protester en disant « Nous avons un duc légitime, vous allez nous le donner, c'est votre deuxième fils », disent-ils à François Ier. Et ils le font devant notaire. Et l'acte notarié existe. Que se passe-t-il? Là, on a quelques trous dans la documentation, mais avant qu'un an ou deux se déroule, on voit que les nobles de Bretagne acceptent de prêter serment au dauphin de France, qui n'a aucun droit légitime à la couronne de Bretagne. Il y a donc eu des pressions quelque part de la part de la couronne de France, et c'est un faux héritier que l'on met à la place du vrai. Donc, le duc qui va accéder à la couronne en 1532 n'est pas le vrai, il est totalement illégitime, et je suis sur ce point absolument certain de mon analyse. Vous aurez le droit de penser autrement, de me poser tout à l'heure les questions que vous voulez. Deuxième point, manipulation par la France des institutions. La Bretagne, je vous l'ai dit, a des institutions très perfectionnées,
qui se sont mises en place au fil des siècles. Le duc, vous ne le savez peut-être pas, mais le duc ne gouverne pas, habituellement, sauf forte personnalité comme Anne de Bretagne et son ancêtre Jean IV, etc. Le duc breton est un souverain à la manière du roi d'Angleterre. Il est sur le trône et c'est un arbitre, et souvent même il n'assiste pas à son conseil.